Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une idée vraiment fascinante. Comment ce qu'on croit de nos propres capacités, ça peut complètement changer notre vie. La base de notre discussion, des passages clés d'un livre qui a fait pas mal de bruit. Mindset de Carol Dweck. Notre but, c'est de bien décortiquer les deux états d'esprit qu'elle décrit, le fixe et celui de croissance. Et surtout, de comprendre grâce à ses recherches comment ils influencent notre approche des défis, de l'échec, de l'effort et même de notre potentiel global. Oui, tout à fait. Et attention, là, on n'est pas dans les petites astuces de développement personnel, hein. On va vraiment essayer de saisir les mécanismes psychologiques derrière tout ça, derrière l'apprentissage, la réussite. L'idée forte chez Dweck, c'est que nos croyances profondes sur ce qu'on peut faire ou pas faire, c'est pas du tout anodin. Ça a des effets très concrets. D'ailleurs, l'histoire raconte que tout a commencé un peu par hasard pour Dweck. Elle était jeune chercheuse, elle observait des enfants qui faisaient des puzzles difficiles. Bon, elle s'attendait à voir des différences, évidemment, mais ce qui l'a vraiment marqué, ce sont des réactions, mais radicalement opposées, face à la difficulté. Et c'est ça qui a lancé toutes ses recherches. Alors, on y va. Commençons par cet état d'esprit fixe, le fixed mindset. C'est quoi l'idée centrale au juste? Alors, l'idée fondamentale, c'est de croire que nos qualités importantes, genre l'intelligence, les talents, même la personnalité, sont des choses innées, figées, comme si on recevait un certain lot à la naissance et qu'on ne pouvait pas vraiment y changer grand-chose. C'est un peu comme si c'était gravé dans la roche, quoi. D'accord. Et ça implique quoi de penser comme ça? La grosse conséquence, c'est qu'on passe son temps à vouloir prouver qu'on a cette valeur. Il faut montrer qu'on est intelligent, qu'on est doué. Et du coup, ça rend hypersensible à l'échec ou même à la moindre petite erreur. Parce qu'un faux pas, ça semble remettre en question cette valeur qu'on croit fixe. On est toujours un peu sur la défensive à chercher la validation des autres. Ok, je vois. Et de l'autre côté, il y a donc l'état d'esprit de croissance, le growth mindset. Exactement. Et là, la conviction est totalement différente. On croit que nos qualités de base, on peut les développer. Comment? Par l'effort, en apprenant, en essayant de nouvelles stratégies, en persévérant. Le potentiel, c'est pas une donnée fixe au départ, c'est quelque chose d'inconnu et surtout qu'on peut développer. Ah oui, ça change complètement la façon de voir les défis, l'apprentissage, j'imagine. Complètement. L'objectif, ce n'est plus de se prouver, mais d'apprendre, de s'améliorer. Et les défis, ça devient des occasions de grandir, des chances de s'étirer un peu intellectuellement ou autrement. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens avec cette mentalité, ils cherchent à avoir des retours précis sur là où ils en sont, même si c'est pas toujours agréable à entendre. Pourquoi? Parce que c'est l'info dont ils ont besoin pour avancer. Voilà. Ça me fait repenser à cette anecdote des puzzles. Dweck raconte l'histoire de ce gamin de 10 ans, là. Les puzzles deviennent super durs, et lui, il rapproche sa chaise, il se frotte les mains, et il dit: «Ah, j'adore les défis». C'est fou, ce contraste. Oui, un contraste vraiment saisissant avec d'autres enfants qui, face à la même difficulté, se sentaient nuls, jugés, anxieux, prêts à abandonner. Comme si le fait de ne pas réussir ce puzzle définissait leur intelligence une bonne fois pour toutes. On voit bien la différence de perspective en action là. Ces découvertes, elles s'inscrivent aussi dans un débat plus large, en psychologie, l'inné, l'acquis, tout ça, non? Ah oui, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, la plupart des scientifiques s'accordent pour dire qu'il y a une interaction constante entre nos gènes et notre environnement. D'ailleurs, même Alfred Binet, l'inventeur du test de QI, il disait lui-même, euh, avec la pratique, l'entraînement et surtout la méthode, on parvient à augmenter notre attention, notre mémoire et littéralement à devenir plus intelligent. C'était pas du tout l'idée d'une intelligence figée qu'il défendait à la base. Et Robert Sternberg, qui est un grand nom aujourd'hui dans l'étude de l'intelligence, il dit un truc du genre: le facteur principal, ce n'est pas une capacité fixe de départ, mais un engagement déterminé. Et les neurosciences confirment ça, en montrant que notre cerveau reste plastique, capable d'apprendre et de changer bien plus longtemps et bien plus profondément qu'on le croyait. Nos gènes, en fait, ils ont besoin de l'expérience, de l'apprentissage pour s'exprimer vraiment. Regardons maintenant comment ces mentalités gèrent les défis. L'état d'esprit fixe, comment il réagit? La réaction la plus fréquente, c'est d'éviter. Si un défi a l'air trop gros, si on sent qu'il y a un vrai risque d'échouer, la personne avec un état d'esprit fixe va plutôt avoir tendance à faire un pas de côté. Pourquoi? Parce qu'un échec, ça serait vécu comme la preuve d'un manque fondamental, d'un truc qui va pas chez elle de naissance. C'est ressenti comme un jugement, potentiellement sans appel, sur sa valeur personnelle. Vous avez un exemple concret tiré du livre? Oui, celui des étudiants à Hong Kong, il est assez parlant.
Il venait d'un système où l'anglais n'était pas la langue principale, mais il savait très bien que maîtriser l'anglais était super important pour leurs études à l'université. Les cours, les livres, les examens, tout était en anglais. Et pourtant, ceux qui avaient un état d'esprit fixe sur l'intelligence, ils refusaient de s'inscrire à un cours d'anglais de soutien, même s'il était fait pour eux. Ils préféraient risquer de rater leurs études plutôt que de montrer qu'ils avaient peut-être des faiblesses en anglais. C'est fort comme réaction quand même. Très fort, ouais. Et du côté de la mentalité de croissance, alors? Mais tu es une vraie bosseuse, un cheval de trait. Ça montre bien l'importance qu'elle donnait au travail. L'effort qui compte plus que le don supposé. C'est ça. Ou prenez l'histoire de Miranda, cette lutteuse olympique dont parle Dweck. Après la mort soudaine de sa mère, elle s'est fixée comme but d'explorer ses propres limites. Et la lutte, même si elle a galéré au début et qu'on lui disait qu'elle n'était pas faite pour ça, c'est devenu le moyen d'appliquer ce principe. Ou encore Christopher Reeve, l'acteur qui est devenu tétraplégique. Il a refusé d'accepter le diagnostic des médecins qui le condamnaient à rester immobile. Il s'est lancé dans une rééducation hyper intense et il a fini par repousser les limites de ce que la médecine pensait possible à l'époque. C'est vraiment cette volonté d'aller affronter le défi, même s'il paraît énorme. Parlons maintenant de l'échec. Comment on le vit différemment? Pour l'état d'esprit fixe, on a compris que c'était assez angoissant. Angoissant, c'est faible, c'est carrément dévastateur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la transformation qui se passe dans la tête. L'échec, ça passe d'un événement, j'ai raté, à une définition de soi, je suis un échec. Ça devient une espèce de condamnation sur qui on est. C'est un vrai piège mental, quoi. Et ça se voit comment dans la pratique? Souvent par des stratégies pour éviter ça ou pour se protéger. Cacher ses erreurs, accuser les autres, trouver des excuses. L'exemple de John McEnroe, le joueur de tennis, est assez connu. Dweck raconte qu'après une défaite, il avait toujours une explication qui venait de l'extérieur. Il avait la fièvre, mal au dos, il avait mal mangé, il y avait du bruit, il s'était trop entraîné ou pas assez. Bref, tout sauf une remise en question de lui-même. L'échec était insupportable parce que ça attaquait son image de prodige, de talent naturel. Il y a aussi des cas plus dramatiques. Oui, l'histoire du chef Bernard Loiseau est terrible. Il a perdu 2 points dans un guide gastronomique. Bon, objectivement, c'est un coup dur, mais c'est pas la fin du monde pour un restaurant. Mais pour lui, dans sa logique d'esprit fixe, cette note, ça voulait dire c'est fini, je suis dépassé. Et ça l'a conduit au suicide. Et ce mécanisme, il peut démarrer très très tôt. Dweck parle de Loretta, une femme marquée à vie parce qu'elle avait raté un test à la maternelle à 5 ans. Ou de Robert, un petit garçon rejeté par ses parents à 3 ans parce qu'il n'avait pas réussi l'examen d'entrée de la meilleure école maternelle. L'échec devient comme une étiquette qu'on vous colle dessus pour toujours. C'est glaçant, en effet. Et pour l'état d'esprit de croissance, comment on aborde l'échec? Bah, ça reste douloureux, hein, faut pas croire, personne n'aime se planter, mais la différence essentielle, c'est que l'échec ne définit pas la personne. On le voit plutôt comme une information utile, un signal qui dit qu'il faut peut-être changer de méthode, travailler plus ou juste comprendre ce qui n'a pas marché. C'est un problème à résoudre, une occasion d'apprendre quelque chose. Comme cet exemple du joueur de foot américain. Jim Marshall, oui. Il a fait une bourde énorme, rarissime et super humiliante. Il a marqué un touchdown, mais contre son propre camp. Au lieu de s'effondrer ou de se cacher, il a fait face, il en a parlé ouvertement et il a utilisé cette expérience terrible pour devenir, comme il le dit lui-même, un meilleur joueur et une meilleure personne. Il a vraiment retourné l'échec pour en faire un moteur de croissance. Pour que ce soit encore plus parlant, imaginons une journée pourrie. On a une note moyenne à un examen important, genre un 12-20, on se prend une amende sur sa voiture, et on a l'impression que notre meilleur ami nous fait la tête au téléphone. Comment les deux mentalités pourraient réagir à ça? Alors, la personne qui est plutôt dans un état d'esprit fixe pourrait vite tomber dans la généralisation et tout prendre pour elle. Je suis vraiment bête à cause de la note, j'ai pas de chance, la vie s'acharne sur moi pour l'amende, personne ne m'aime à cause de l'ami distant. Chaque petit pépin devient la preuve d'un défaut personnel ou que le monde entier est contre soi. Et la personne orientée croissance? Ses pensées seraient sûrement plus tournées vers l'action, vers la résolution du problème. Et donc, ok, là, faut vraiment que je bosse différemment pour le prochain examen. Mince alors, comment je fais pour pas me garer là la prochaine fois? Tiens, mon ami a l'air bizarre au téléphone, faudrait que je l'appelle pour voir si ça va. Les problèmes sont vus comme des situations ponctuelles à gérer, pas comme le reflet d'une identité ratée et immuable. Parlons de l'effort maintenant. C'est un autre point où les deux mentalités divergent vraiment, n'est-ce pas?
Ah oui, c'est absolument crucial. Pour l'état d'esprit fixe, l'effort est souvent mal vu. L'idée qu'il y a derrière, c'est si t'es vraiment doué, ça doit être facile, ça doit venir tout seul. Du coup, l'effort, ça devient le signe que tu manques de talent au départ. Il y a presque une sorte de mépris pour ceux qui doivent faire des efforts. Dweck mentionne cette culture de la perfection sans effort. Oui, elle l'observe par exemple chez certaines étudiantes à l'université de Duke, ou même dans certains milieux pro, comme elle le cite chez des cadres français. Il faut absolument réussir brillamment, mais surtout, faut pas montrer que tu as dû cravacher pour y arriver. L'effort, on le cache, c'est presque honteux. Et pour l'état d'esprit de croissance? Bah, c'est tout l'inverse. L'effort, c'est pas l'ennemi du talent, c'est ce qui l'active. C'est la clé qui permet au potentiel de devenir une vraie réussite. Loin d'être un signe de faiblesse, l'effort est admiré, on reconnaît qu'il est essentiel, même chez les gens qu'on considère comme des génies. On comprend bien que le talent tout seul, ça mène nulle part si on ne travaille pas. Les exemples dans le sport, ils sont nombreux, j'ai l'impression. Énormément, oui. Michael Jordan, qu'on reçoit souvent comme le talent pur incarné, en réalité, c'était un bosseur incroyable, connu pour ses entraînements supplémentaires après les défaites. Babe Ruth, le joueur de baseball, malgré sa réputation de fêtard, il a eu des périodes où il s'entraînait comme un fou pour revenir au top. Jackie Joyner-Kersee, la championne olympique d'athlétisme, elle dit que sa réussite vient pas d'un don, mais d'années de travail acharné pour dépasser ses difficultés du début. Même en dehors du sport d'ailleurs. Oui, Chuck Yeager, le premier pilote à avoir passé le mur du son, il répétait qu'il n'y a pas de pilote né. Tout ça, ça s'apprend par le travail, par l'expérience. Et puis il y a cette histoire incroyable de Sibiscuit, ce cheval de course improbable, et son auteur, Laura Helen Brand, qui se battait elle-même contre une maladie très handicapante. C'est une double histoire de triomphe de la volonté, de l'effort contre vents et marées. Si on regarde ça avec un œil croissance, c'est une magnifique illustration du pouvoir de l'effort. Alors que si on regarde avec un œil fixe, On pourrait juste dire que c'est une jolie histoire de petits outsiders qui ont eu de la chance ou qui ont dû compenser leurs défauts par beaucoup de travail. Et on passerait à côté de la leçon principale sur le rôle de l'effort pour réaliser n'importe quel potentiel. Ce qui nous amène directement à la question du potentiel. Est-ce qu'on peut vraiment le mesurer, le prédire? L'état d'esprit fixe, lui, semble y croire dur comme fer. Oui, c'est la suite logique. Si les capacités sont fixes, alors une photo, un instant T, un test, une performance devrait pouvoir nous dire ce que la personne deviendra. Le potentiel est vu comme un truc qu'on peut quantifier et qui ne bouge pas. L'anecdote de Joseph P. Kennedy qui juge l'avenir d'un jeune homme, Morton Downey Jr., juste en regardant ses chaussettes et ses chaussures. C'est presque une caricature, mais ça montre bien cette tendance à tirer des conclusions définitives. Exactement. Ou ces profs qui, juste sur la base d'une seule note, un 12-20, pensent savoir qui est l'étudiante Jennifer et ce dont elle est capable pour l'avenir. C'est une projection basée sur une performance isolée, sans imaginer une seule seconde qu'elle pourrait se développer. Et la perspective de croissance, elle dit quoi sur le potentiel pur? Elle affirme que le vrai potentiel d'une personne, au fond, on n'en sait rien et qu'on ne peut pas le mesurer de façon fiable à l'avance. Il se révèle, il se construit avec le temps, avec la passion, le travail, l'apprentissage. Qui aurait pu deviner ce que deviendraient certaines grandes figures de l'histoire en se basant juste sur leur début? Dweck donne des exemples assez frappants là aussi. Oui, Charles Darwin ou Léon Tolstoï, qu'on considérait comme des enfants assez ordinaires. Ben Hogan, qui est devenu un des plus grands golfeurs de tous les temps, on le décrivait comme maladroit et pas très coordonné quand il était jeune. La photographe Cindy Sherman, elle a raté son tout premier cours de photo. L'actrice Geraldine Page, on lui a conseillé d'arrêter le théâtre parce qu'on estimait qu'elle n'avait pas de talent. Même dans les arts, comme pour Cézanne. Oui, apparemment, certaines des premières peintures de Paul Cézanne étaient jugées assez médiocres. Est-ce qu'il n'avait pas de talent au début? Ou est-ce que son potentiel immense a juste eu besoin de temps, d'exploration, d'acharnement pour finalement s'épanouir et être reconnu? Pour la mentalité de croissance, la réponse est claire. Le potentiel, c'est pas une graine dont on connaîtrait la taille finale à l'avance, c'est plutôt une plante qui a besoin qu'on s'en occupe pour grandir. On pourrait aborder brièvement deux autres domaines où ces mentalités ont un impact, même si on n'aura pas le temps de creuser à fond. Les relations personnelles et le leadership en entreprise. Oui, ce sont effectivement des domaines où ça joue beaucoup. Dans les relations amoureuses ou amicales, la perspective fixe peut pousser à chercher l'âme sœur parfaite, une connexion immédiate, sans effort. Et dès qu'il y a des problèmes, on aura tendance à rejeter la faute sur les défauts de l'autre qu'on juge immuable. Ça rend difficile de surmonter les conflits. Et la perspective de croissance dans les relations? Ben, ça implique de comprendre qu'une relation saine, ça demande du travail, de la communication, de s'adapter.
Les partenaires peuvent s'aider l'un l'autre à grandir. Les différences, c'est pas forcément un signe que ça va pas marcher, mais plutôt des occasions d'apprendre l'un de l'autre. Les problèmes deviennent des défis à relever ensemble. Et en entreprise, ça donne quoi? Ce talent mindset dont parle Dweck, ça a l'air très état d'esprit fixe. Tout à fait. C'est cette idée que le succès d'une boîte repose sur quelques génies ou talents innés. Ça peut encourager des leaders avec des égos surdimensionnés, qui ont peur de montrer la moindre faiblesse, qui évitent les problèmes compliqués et qui surtout ne cherchent pas vraiment à faire grandir leurs équipes. Dweck donne les exemples de Lee Iacocca chez Chrysler après ses premiers succès, Al Dunlap chez Sunbeam ou même les dérives chez Enron comme des illustrations des risques de cette mentalité quand elle est au sommet. À l'inverse, les leaders avec un état d'esprit de croissance, Comme Lou Gerstner qui a sauvé IBM, Jack Welch chez General Electric dans ses bonnes années, quand il misait sur le développement des gens, ou les leaders étudiés par Jim Collins dans son livre Good to Great, ils montrent souvent plus d'humilité. Ils posent des questions, ils regardent la réalité en face, même quand elle est dure, et surtout, ils investissent énormément pour développer leurs collaborateurs. Ils créent une culture où on valorise l'apprentissage, l'effort, où l'intelligence de toute l'équipe compte plus que le supposé génie d'un seul homme. Donc, si on devait résumer tout ça, on a vraiment deux manières de voir le monde qui s'affrontent, mises en lumière par Carol Dweck. D'un côté, celle où on pense que nos qualités sont fixées une fois pour toutes, et où notre but principal, c'est de prouver notre valeur. Et de l'autre, celle où on croit que nos capacités sont flexibles et qu'on peut les développer par l'apprentissage et l'effort. Et le point vraiment essentiel qui ressort des travaux de Dweck, c'est que développer un état d'esprit de croissance, c'est pas juste une petite astuce pour se sentir mieux dans ses baskets. C'est un vrai levier psychologique qui aide à dépasser les obstacles, à aimer apprendre même quand c'est difficile et à libérer un potentiel qu'on n'imaginait peut-être même pas avoir. Et ce qui est très encourageant, c'est que ces façons de penser ne sont pas gravées dans le marbre pour toute la vie. Les recherches, y compris des programmes concrets comme Brainologie, que Dweck et son équipe ont créé pour apprendre aux élèves comment leur cerveau se muscle avec l'effort, eh bien ces recherches montrent qu'on peut changer d'état d'esprit. Tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion peut-être. Oui, oui, une question que chacun peut emporter avec soi. Quand on voit l'impact énorme de ces croyances, dans quel domaine de ma propre vie, que ce soit au travail, dans le perso, dans l'apprentissage d'un truc nouveau ou face à un défi que je rencontre en ce moment, est-ce que le fait d'adopter consciemment une perspective de croissance pourrait m'ouvrir de nouvelles possibilités ou juste changer ma façon de voir une difficulté? C'est une invitation à s'observer un peu, à regarder comment on réagit face aux obstacles et à envisager sérieusement cette autre voie, cette alternative puissante qui est la croissance.